Une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Parole de femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. Parole de femme. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles sont entrepreneuses, artistes, altruistes, courageuses, têtues, ambitieuses, passionnées. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de femme. Karine Gyöktüram, journaliste télévisée et radio, auteure, compositeur, interprète et même actrice, rien ne semble vous arrêter. Vous faites vos collèges et lycées dans les Antilles, que vous quittez ensuite pour faire vos études à Paris, en Hippocagne, avant de vous orienter vers une maîtrise de philosophie. Pourtant, c'est le journalisme qui vous appelle. Vous prendrez un temps vos quartiers sur M6 Turbo, avant de vous installer 10 ans à la présentation du JT du 12h45. Vous deviendrez finalement l'une des figures de l'information sur M6, sans pour autant jamais oublier votre amour pour la musique. Vous avez mis quelques mois votre carrière journalistique sur pause, le temps de sortir votre premier album, Nina. Aujourd'hui, votre vie se partage entre vos concerts et la présentation du magazine d'information 66 minutes. Vous êtes la femme d'un grand joueur de foot. Karine, bonjour. Bonjour. Comment vous êtes passée d'une maîtrise de philosophie au journalisme ? En fait, j'ai choisi de faire une maîtrise de philosophie parce que j'étais déjà journaliste et que je ne voulais pas faire une école de journalisme. Ce qui est amusant, c'est de réaliser a posteriori à quel point est-ce que j'avais une haute estime de moi-même, parce que je voulais que personne ne me formate. Je pensais être assez spécial et j'avais peur qu'en faisant une école de journalisme, on me rentre dans un moule et que finalement je perde ce que j'avais de particulier, qui est en l'occurrence mon parcours, d'avoir vécu en banlieue parisienne, en Guyane, d'avoir grandi en Guadeloupe, etc. Je voulais garder tout ça et je voulais nourrir une vision du journalisme qui fasse sens, en fait, pour moi. Et donc, j'avais choisi de faire une fac de philo pour structurer ma pensée. Je voulais une formation qui m'aide à réfléchir de manière cohérente et intelligente, plutôt qu'on m'apprenne des techniques de journalisme que j'avais déjà. J'ai écrit mon premier article à 13 ans, j'étais rédachef d'un magazine papier, un mensuel de 80 pages, distribué en France à 19 ans. Donc, pour moi, si vous voulez, c'était un métier que je maîtrisais déjà. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre carrière, dans vos études, de grandir en Guyane plutôt que dans le 94, en Île-de-France, où vous êtes né ? Alors, je sais pas ce que ça m'a apporté, en tout cas. Ce qui est concret, c'est que j'ai pu m'interroger sur ce qui me serait arrivé si je n'étais pas partie en Guyane et en Guadeloupe. Je suis en effet née à Champigny-sur-Marne. J'ai grandi en partie entre Champigny et Bonneuil-sur-Marne, dans une cité HLM. J'ai fait beaucoup d'allers-retours entre Paris et Cayenne pendant mon enfance, mais en tout cas, on est parti de façon définitive en 86, quand ma mère a été mutée en Guyane pour rejoindre mon père. Et quand je suis revenue dans cette cité-là, où j'avais toutes mes copines d'enfance, je me suis bien rendu compte que leur trajectoire était très différente de leur potentiel. Et je me disais qu'il avait dû probablement se passer quelque chose dans ces cités-là, quand moi je suis partie en Outre-mer, qui avait pu briser un certain nombre de trajectoires, ou en tout cas briser des rêves. Pour vos études, vous quittez la Guadeloupe, vous arrivez à Paris. C'est compliqué la vie parisienne ? En termes de thermorégulation, ça a été absolument horrible. C'était très brutal pour moi. Je mettais un collant, un jean, un pull. Donc j'étais tout le temps malade, évidemment, parce que j'étais beaucoup trop couverte. Donc ça, évidemment, ça a été ce premier choc-là. Mais moi, le choc, il a été de l'exil, d'arriver à 17 ans à Paris pour faire des études et de vivre ça toute seule, de fêter mon 18e anniversaire que j'attendais avec tellement d'impatience, mais de le fêter seule. Ça a été terrible de découvrir ce qu'était l'exil, en fait, vivre loin des siens. Sachant qu'en plus, rentrer aux Antilles, c'est 8h30 d'avion, ce sont des billets qui coûtent cher, donc on peut pas rentrer tous les week-ends comme les copines dont les parents habitaient à Lyon, à Lille ou je ne sais où. Et puis c'était de découvrir les dangers d'une grande ville quand on vient de l'outre-mer, d'un univers assez préservé. J'ai découvert qu'être une jeune femme, c'était être une proie. Ça, je l'ai découvert ici, je savais pas. Ça, quand j'étais en Outre-mer. J'ai découvert que je pouvais pas m'habiller comme je voulais. J'ai découvert que dans le métro, on pouvait vous agresser physiquement, que les hommes pouvaient passer leurs mains sous votre manteau, qu'avoir une mini-jupe, c'était comme une provocation. J'ai découvert ça, je l'ignorais. J'ai appris l'adversité d'une grande ville, ouais. En Outre-mer, vous avez plusieurs expériences journalistiques et une fois arrivé à Paris, vous intégrez M6 Turbo. Pourquoi cette émission particulièrement ? Oui, alors ça s'est pas fait en un seul son, hein, ça n'a pas été en un bond, mais en effet, je suis passé d'abord par Média Tropical, par RFI, où j'ai travaillé avec Claudie Siard, par Fun Radio, j'ai fait des petites chroniques pour TF1, Arte, enfin, j'ai fait pas mal de choses, et en fait, il se trouve que je co-présentais une émission de sport qui s'appelait Grand Stade sur TV5, Canal France International, et le producteur de cette émission, en tout cas le réalisateur, de cette émission,
travaillait aussi à Turbo. Et on discutait très régulièrement d'automobile. Puis un jour, il m'a dit, écoute, tu m'ennuies à me parler de voiture tout le temps. T'as qu'à envoyer ton CV à Dominique Chapat. Je crois qu'il cherche en ce moment des journalistes. Et c'est comme ça que j'ai envoyé mon CV à Dominique Chapat en janvier 2001. Vous êtes resté 11 ans. Ouais. Et après, vous êtes passé de Turbo au JT. Ouais. Ça fait quoi de présenter un JT ? J'avais déjà vécu une courte expérience pour une toute petite chaîne du câble qui s'appelait LCA, la chaîne africaine, en 2000, où je m'étais présenté pour passer un casting pour présenter une émission culturelle. Et le patron de la chaîne m'avait vu arriver et m'avait dit toi, tu vas pas présenter une émission culturelle, tu vas présenter le JT. Donc j'avais eu déjà cette expérience dans des conditions hyper précaires, de système D, de chaque instant. Enfin, vraiment, c'était très formateur de fait. J'avais déjà quand même connu cette expérience-là. Le tout premier JT donc que j'ai présenté sur M6, j'étais partie en vacances quelques semaines plus tôt, parce que de fait, je devais remplacer Xavier pendant l'été. Et la nouvelle avait donc été annoncée et tout le monde en Guadeloupe m'avait dit « Oh là là, mais c'est incroyable, c'est formidable ». Et moi, j'étais assez cool, parce que je suis cool de nature en fait. Je suis pas trop stressée de nature. Mais ils m'ont tellement chauffé en fait, ils m'ont quand même mis un stress hyper grand. Et quand j'ai présenté mon premier JT, c'était très désagréable. Je pensais à ma mère, à mon père, à mes potes, à mon mec de l'époque, à tout ça en me disant « Oh là là, est-ce que je suis bien coiffée ? Est-ce que je suis bien massage ?» L'enfer. Et je me suis dit, en fait, je ne m'en sortirai jamais si à chaque JT, je me retrouve dans cet état de trac. Il a vraiment fallu que je travaille là-dessus. Et notamment de comprendre qu'il fallait que l'humilité repose sur la timidité. C'est-à-dire que nous, on est juste un maillon d'une chaîne pour transmettre une information. Et à partir du moment où j'ai pu m'appuyer là-dessus, j'avais réglé mon problème de trac à l'antenne. Et c'est vrai que j'ai présenté le 1245 pendant 10 ans, mais je n'ai plus jamais eu le trac à partir du moment où j'ai cessé de me mettre au centre du questionnement, quoi. Personne ne se souvient que le 12 avril 2014, j'étais mal coiffée ou que j'avais une robe qui m'allait pas. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Personne ne se souvient de ces choses-là. Aujourd'hui, le 1245 est derrière vous. Vous êtes à la présentation du magazine d'information 66 minutes. C'était le besoin d'un nouveau défi ? Alors, il y avait à la fois le nouveau défi et puis il y avait surtout la nouvelle vie, puisqu'il fallait pouvoir cumuler les deux activités. C'est-à-dire que moi, je suis journaliste et chanteuse depuis 20 ans. Simplement, j'en parlais pas, c'était pas public. Et donc, j'avais besoin de continuer à mener de front ces deux carrières-là. Et j'ai eu la chance d'être dans un groupe absolument bienveillant. Tout le propos, c'était de trouver la bonne formule pour que je puisse à la fois continuer à faire de la musique pleinement et que je puisse continuer aussi à faire mon métier pleinement. Et 66 minutes m'offre cette possibilité. Je suis en plus sur le terrain, puisque maintenant on fait les plateaux en extérieur avec des entretiens. Donc il y a quelque chose d'extrêmement excitant dans l'idée de sortir quand on a fait du studio pendant 10 ans en étant sur un JT. Et puis de continuer à être en contact avec le public, avec des concerts, c'est génial. Justement, on va parler un peu de musique. D'où vient cette passion ? J'ai toujours chanté. Ce qui est sûr, c'est que j'ai grandi enfant unique. Et donc, je me suis beaucoup ennuyée, énormément ennuyée. Mais c'est une telle chance, l'ennui. L'ennui, c'est l'enfer quand on le traverse, mais c'est un bonheur absolu quand on grandit parce que ça aide à développer son imagination et une vie intérieure riche. Et donc, très jeune, j'ai écrit, je chantais parce que chanter, c'était entendre la voix de quelqu'un d'autre, c'était briser le silence de cette solitude d'une petite fille unique. Et la musique m'a toujours accompagnée. Chanter, c'était vraiment avoir une meilleure copine qui passait par ce mode-là pour communiquer avec moi. Voilà, la musique, elle a toujours été là. Et surtout, j'ai grandi dans une famille de gens qui écoutaient de la musique en permanence. J'ai toujours grandi avec de la musique. Aujourd'hui, vous avez lâché les chevaux puisque vous avez mis votre carrière journalistique sur pause quelques mois pour Nina, votre premier CD. Pourquoi Nina ? Nina, parce que c'est un hommage à Nina Simone. Parce que Nina Simone m'accompagne depuis toujours. C'est une inspiration extraordinaire. C'est une femme et une artiste hors du commun. Elle a vraiment une vie romanesque, tragique. Il y a tout à la fois dans sa vie. Il y a de la colère, parce qu'il y a de l'injustice. Il y a de l'espoir, parce qu'il y a de l'injustice. C'est tout ça qu'elle apprend. Et puis Nina Simone, c'est une femme foncée de peau qui a été confrontée à un racisme mordant. C'est une expérience que je connais aussi, que je comprends. Et là, elle lance un message qui est très très profond et très fort,
et qui est pour moi une philosophie de vie, c'est je n'ai pas ce que je mérite, mais je sais ce que je vaux. Et donc d'aller chercher ce qu'on vaut, parce qu'on sait normalement ce qu'on mérite, c'est vraiment une motivation extraordinaire. Et d'avoir Nina Simone pour modèle, c'est d'avoir l'une des meilleures comme modèle. Et lui rendre cet hommage, ça a été un honneur et une aventure exceptionnelle, parce que Nina Simone, c'est aussi une injonction à l'authenticité et à la liberté. Et de passer par elle pour exprimer et éprouver ma liberté, c'est génial. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour vous lancer enfin, vraiment ? En fait, il y a eu beaucoup de rendez-vous manqués pour moi avec la musique. Je devais signer en maison de disques il y a 20 ans, en 2003, et puis des événements. C'est assez classique pour les artistes. Vous faites un album, et puis la maison de disques ferme, il sort jamais. Ou alors, on rachète un catalogue. Moi, ça m'est arrivé la veille du vote signature. Donc, on vous appelle en disant, voilà, on vient de récolter 200 artistes du siège américain, donc on va pas signer aujourd'hui. Moi, j'ai eu beaucoup de rendez-vous manqués comme ça. Tout le sujet, c'était de pas lâcher, parce que de toute façon j'étais habitée par un besoin absolu de création et d'expression artistique, et puis parce que j'ai aussi fait beaucoup de scènes et que la scène était très éprouvante pour moi. C'était terrible de monter sur scène. Moi, j'étais très très timide, donc il a fallu que je lutte contre cette timidité là, que je comprenne ce que c'était que la scène, que j'aille chercher en moi les ressources pour être vulnérable face au public sans être faible, et en même temps d'y prendre énormément de plaisir. Il y a eu tout un chemin complexe qu'il a fallu faire pour arriver à ce point de maturité qui m'a emmené à cet album-là. J'ai longtemps été précoce jusqu'à ce que je ne le sois plus. Et donc voilà, là c'est l'expression de ma non-précocité de sortir mon premier album à 45 ans. On a des rêves et puis on se dit mais maintenant c'est trop tard. Pour moi c'est jamais trop tard. Il faut absolument aboutir ce qu'on a en soi, il faut aboutir ses rêves. Et c'est vrai que la période du Covid a été une période importante pour moi. Un moment de bilan, de se dire si demain je devais être emporté par ce terrible virus, qu'est-ce que je regretterais ? Et en fait, je ne me serais pas pardonné de ne pas être allé au bout de ça. Donc il fallait de toute façon que je le fasse. Vous vous sentez plus journaliste ou chanteuse ? Fondamentalement et profondément les deux. Je sais que c'est compliqué en France d'être plein de trucs en même temps. D'une manière très très américaine, je ne choisis pas. Parce que je suis vraiment les deux, et même si éventuellement j'avais pas repris 66 minutes, de toute façon je me serais appuyée sur un support d'expression audiovisuelle pour continuer à pratiquer mon métier de journalisme et continuer à être dans la transmission d'informations. Je peux pas choisir, je suis autant chanteuse que journaliste, puis il y a des périodes de la vie où l'un prend le pas sur l'autre. La journaliste a beaucoup pris le pas sur la chanteuse pendant 20 ans, là la chanteuse s'exprime et donc elle a aussi besoin de son espace et de son temps, mais je suis vraiment les deux, ouais. Vous êtes également actrice puisque vous avez joué votre propre rôle dans Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. Est-ce que ça vous donne des envies de cinéma de plus ? Alors j'ai joué effectivement dans Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi. À l'époque, j'étais pas très sûre d'avoir envie de le faire. Et puis j'ai demandé conseil à des proches qui sont dans le cinéma, qui ont lu le scénario, qui m'ont dit mais si, vas-y, tu vas te marrer. En fait, ça a été une expérience très très chouette. Et puis il se trouve que j'ai aussi vécu une autre expérience récemment. Je fais une petite apparition dans Anatomie d'une chute, qui est la Palme d'Or de Cannes de 2023, ce qui était incroyable d'être associé à ce film qui est magique. Mon point de vue là-dessus, c'est que il faut jamais hésiter à explorer tout son potentiel. Voilà. Donc si éventuellement il est possible que je fasse d'autres choses, pourquoi pas ? Mon objectif premier, ma priorité, c'était vraiment de sortir cet album et de pouvoir être pleinement artiste, chanteuse, musicienne. Mais je crois aussi que quand on est artiste, il faut être polyvalent et qu'on doit savoir faire plein de choses et s'exprimer sur plein de supports. Et pourquoi pas le cinéma ? On va s'arrêter un peu sur votre vie personnelle. Ouais. Vous êtes arrivé à Cayenne parce que votre père avait souffert de racisme et en avait marre de l'Île-de-France. Comment est-ce que vous avez vécu ça avec un regard d'enfant ? Et puis après, un regard de femme, est-ce que c'est différent ? Je l'ai pas compris tout de suite. C'est plus tard que mon père m'a expliqué. Moi, mon premier contact avec le racisme, c'était une voisine de palier. Une de mes camarades de classe qui habitait sur le même palier que moi à Bonneuil-sur-Marne, donc, et puis je tape à la porte, c'est sa mère qui ouvre, j'avais 6 ans, 5-6 ans, elle ouvre la porte, elle me voit, elle dit « Ah non, ça rentre pas chez moi », et elle a claqué la porte.
Et donc, je suis rentrée à la maison, j'ai expliqué à ma mère, j'étais en larmes parce que c'était bizarre de vouloir voir sa copine et que la mère vous claque la porte au nez en disant ça rentre pas chez moi. Et c'est à ce moment-là que ma mère m'a expliqué ce que c'était que le racisme. Elle m'a dit, voilà, en fait, on est noir. J'ai dit, ah bon, on est noir? Je savais pas trop. Je savais pas ce que ça voulait dire être noir. On est noir, les gens nous aiment pas. Pourquoi? Je sais pas, trop. Elle savait pas trop m'expliquer. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ça. Et ce qui était assez fou, c'est que ma meilleure amie de l'époque s'appelait Virginie. On avait grandi ensemble. Qui, elle, était d'origine polonaise. Donc, je l'avais rejointe finalement. Et puis, j'avais raconté cette histoire. Tout le monde était désolé autour de nous. Et donc, je lui explique, elle me dit, mais pourquoi? Je dis, parce qu'on est noir. Elle me dit, ah bon, t'es noir? Je dis, oui. Elle me dit, mais si tu es noir, donc je suis noir. Parce que c'était ma sœur, Virginie. Je dis, peut-être. Parce que du coup, je savais pas non plus. Peut-être qu'elle était noire, elle aussi. Mais c'est particulier quand vous êtes enfant et qu'on vous explique qu'on ne vous aime pas à cause d'une couleur de peau, alors que ça n'a aucun sens. Donc, j'ai été confrontée à ça par cette porte-là. Ensuite, en effet, mon père m'a expliqué que lui était adjoint au directeur de sa boîte et qu'il était chargé tous les 2 ans de former son directeur, parce que mon père était extrêmement compétent, parce que dans sa boîte, lui, noir, ne pouvait être ni nommé directeur, ni avoir le salaire d'un directeur. Pareil pour ma mère, qui était enseignante, je sais pas combien de fois, des parents ont demandé à voir la maîtresse, et ma mère disait, je suis la maîtresse, mais non, ça peut pas être vous, emmenez-moi voir la maîtresse. Donc, quand les gens n'expérimentent pas le racisme, et qu'ils doutent de l'existence du racisme, c'est une douleur supplémentaire qui est ajoutée. C'est-à-dire que non seulement vous vivez quelque chose qui est extrêmement traumatisant, avec lequel vous devez apprendre à vivre, mais en plus, les gens vous expliquent qu'en gros, vous exagérez parce que comme eux ne l'expérimentent pas, ils ne croient pas que ça existe. C'est délirant, en fait. Et le racisme, c'est quelque chose qu'on vit au quotidien. Il y a le racisme ordinaire, que j'expérimente moi-même très régulièrement, encore aujourd'hui, dont les gens se rendent pas compte. Je sais pas, quand je rentre dans une boutique et que, notamment par exemple les boutiques de luxe et qu'il y a des clientes qui viennent me voir en me demandant des tailles, ce qu'elles me disent, c'est que je ne peux pas être cliente. Je ne peux qu'être vendeuse dans cette boutique. Mais ça m'arrive plein de fois de vouloir prendre un taxi et que le taxi me prenne pas. Parce que il se dit que je vais peut-être pas payer. Ça arrive tout le temps. Aujourd'hui encore. Mais bien sûr, en 2023. De me faire traiter de sale noire sur le boulevard Saint-Germain, ça m'arrive régulièrement. C'est pas exceptionnel. Et d'ailleurs, sale noire, c'est rien au regard de tout ce que vous subissez, en fait, dans l'empêchement que vous pouvez rencontrer sur votre lieu de métier, sur des trajectoires qui ne sont pas celles qui devraient être, en fait. Enfin, il y a plein de choses que vous subissez, et c'est du quotidien. Et la deuxième chose, c'est que quand les gens expérimentent ça avec vous, quand ils découvrent, quand ils assistent à quelque chose, ça les met dans un état de colère tel, ils vous disent, mais comment t'arrives à garder ce calme-là? Moi, je pèterais tout. Eh ben, en fait, non. Justement, t'es obligé de rester calme parce que de toute façon, tu seras encore plus coupable si tu réagis. Donc voilà, c'est avec tout ça qu'il faut apprendre à vivre. Vous avez épousé Lilian Thuram, CF champion de foot de 98. Oui. Quel rôle est-ce qu'il a joué dans votre carrière? Il est encourageant, il est distant, il est... Quand j'ai rencontré Lilian, je présentais déjà le 12-45, donc il n'a pas eu d'intervention dans ma carrière de journaliste. En revanche, c'est vrai qu'il a été, qu'il est un soutien extraordinaire. Lilian, en plus, il a un mental évidemment d'athlète de très haut niveau, où il faut se donner les moyens d'atteindre ses objectifs. C'est aussi ma philosophie, mais lui, il est quand même d'un niveau champion du monde, quoi, de la catégorie. Il est d'un soutien incroyable, il assiste à tous les concerts, il donne beaucoup de courage et beaucoup de... Non, il est très, très précieux, vraiment. Il est merveilleux. Et je l'aime, voilà. Votre chemin, vous le faites aussi dans le caritatif puisque vous avez été l'ambassadrice de l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose et vous êtes actuellement marraine d'Amazon Paris qui lutte contre le cancer du sein. Comment est-ce que vous choisissez vos combats? Sur des thèmes où j'ai le sentiment que je peux apporter quelque chose. La drépanocytose, c'est une mutation des gènes au paludisme. Et ces maladies qui touchaient les gens du Sud, principalement les Africains, les Afros, les Noirs, les gens du Sud de la Terre, quoi, on en parlait très peu. Alors que c'est la première maladie génétique au monde. Et donc, il m'apparaissait important, parce que j'ai vu dans ma famille, dans mon entourage, des gens souffrir de drépanocytose, de pouvoir contribuer à informer les gens sur cette maladie-là, ça m'apparaissait légitime et cohérent. Et puis, s'agissant d'Amazon Paris, la présidente de l'association qui s'appelle Claudine Fagour avait essayé de me joindre, puis elle arrive à me joindre. Puis je lui dis, j'aurai pas le temps, je peux pas.
Et elle m'a parlé avec son cœur. J'en ai les larmes aux yeux encore. Elle a été tellement incroyable dans ce qu'elle m'a dit que je n'ai pas pu ne pas les soutenir. C'était impossible de ne pas être aux côtés d'Amazon Paris. Et d'ailleurs, pour vous faire marrer, sur les premières fois où j'ai rencontré toutes les femmes de l'association, alors que, voilà, c'est une association qui encadre des femmes d'outre-mer qui sont touchées par un cancer du sein, l'outre-mer où malheureusement les délais de prise en charge sont parfois tellement longs que ça peut menacer leur chance de survie. Donc des femmes qui sont obligées de venir se faire soigner ici. Et donc, quand je les ai rencontrées, on parle de battantes. Mais normalement, mon rôle, c'était de les cheer up, de leur donner de la force et d'être dans le dynamisme et l'enthousiasme. Et j'ai passé mon temps à pleurer. La très mauvaise marraine, le mauvais casting. J'étais tellement émue par leur force, par leur courage, par leur résilience, par leur combat. Ce sont elles l'inspiration ultime. Ce sont elles qui donnent des forces aux autres, quoi. Donc, j'ai énormément d'admiration pour toutes celles qui se battent et qui se battent très courageusement où un jour vivante, c'est un jour gagné, quoi. C'est exceptionnel. Donc, voilà comment je choisis. Je choisis avec le cœur. Je choisis quand je pense pouvoir apporter quelque chose ou quand la situation me paraît injuste. Est-ce qu'il y a une femme qui vous a inspiré dans votre parcours, particulièrement ? Plein de femmes qui m'ont inspiré. Ma mère m'a inspiré profondément. C'est une femme extraordinaire, géniale, très intelligente. Une forme d'Ubud, comme on dit aux Antilles, une femme debout. Anne Sinclair m'a beaucoup inspirée quand j'étais une gamine. Christiane Taubira m'a beaucoup inspirée. Moi, j'ai grandi dans la Guyane qui a vu émerger Christiane Taubira dans les années 80. C'est un exemple de liberté dans la posture et dans le verbe. Des femmes comme Michelle Obama, bien sûr, m'ont inspirée. Des femmes comme donc Nina Simone. Marie Scondé m'a beaucoup inspirée aussi. Il y a plein de femmes qui m'ont inspirée tout le temps. La plupart de mes amis m'inspirent. J'admire profondément ce qu'elles font de leur vie, comment est-ce qu'elles mènent leur combat, et quel que soit leur niveau social, quel que soit leur métier. Toutes ces femmes qui, au quotidien, se lèvent et pour accomplir des choses, aller au bout d'une journée, s'occuper des enfants. Enfin voilà, je suis inspirée profondément par les femmes. J'adore les femmes. Il n'y a pas un moment où vous dites que la marche c'est trop haute, que c'est trop dur, que vous avez envie de renoncer ? Ce que je me suis toujours posé comme question à chaque fois qu'on m'a proposé quelque chose qui semblait être au-dessus de ce que je faisais déjà, c'est est-ce que ma peur me limite ou est-ce que je suis limitée ? Et ça, je ne pouvais le savoir qu'en allant me confronter à cette épreuve-là. J'ai eu des moments d'abattement, des moments difficiles, bien sûr, des moments d'épreuve, mais je peux pas identifier le moment le plus difficile de ma carrière, non. Et le moment dont vous êtes le plus fier ? Je suis fier de plein de choses. Je suis fier de toutes les opportunités qui m'ont été données, que j'ai su saisir. Je suis fier d'avoir présenté le JT pendant 10 ans sur M6. C'est incroyable. Je suis très fier aussi d'avoir été associé à cette aventure de l'émission Turbo, l'émission culte de la télévision. Je suis extrêmement fier de la sortie de mon album de Nina, d'avoir été au bout de ça. Je suis très fier de mon premier clip. Je suis très fier de travailler à 66 minutes. Enfin, chaque étape, c'est un motif de satisfaction dans la chance qui est donnée. Je suis vraiment très optimiste et très positive dans tout le temps. Il y a que ça qui m'aide à traverser l'existence. C'est trop difficile sinon. Alors, quel a été votre plus gros défi ? Présenter un JT sur une chaîne nationale, ça a été mon plus gros défi tous les jours, du lundi au vendredi pendant 10 ans. Mais quel défi, c'était incroyable. Et puis pareil, de sortir un album et d'être prise au sérieux, être entendue comme chanteuse et perçue comme chanteuse, c'était un défi incroyable aussi. Donc voilà, pour moi tout est défi. Que ce soit M6 ou que ce soit dans la musique. Vous savez, quand on a annoncé la sortie de cet album, l'équipe avec laquelle je travaille en musique, très vite a ressenti un vent d'hostilité assez fort. Les gens disaient, mais enfin, mais arrêtez là tout de suite, mais c'est pas sérieux, une journaliste qui chante Nina Simone en plus, franchement. Et donc, assez vite, mon équipe a fait des écoutes à l'aveugle. Personne ne savait de qui il s'agissait. Et là, l'accueil a été très différent. Et il se trouve que dans les gens avec qui je travaille, ma manageuse, Marie Odigier, Geneviève Perraigne, qui est mon agent, elle a été l'agent de Brad Meldo, Diana Krall, Diane Reeves, enfin que des grands noms. Et ce sont des femmes qui ont mis leur nom, leur réputation à ma disposition. Je peux pas salir leur nom, c'est pas possible. De la même façon que lorsque mes parents m'ont payé mes études pour venir ici, qui se sont sacrifiés, je leur devais de réussir. Et d'ailleurs, c'est une grande phrase de mon père. Mon père a cette phrase qui est « maximum de moyens, obligation de résultat ». Je ne conçois pas ma vie autrement. Obligation de résultat. Quel est votre prochain Everest ? Fondamentalement, l'Everest, pour moi, c'est être fidèle à moi-même. Parce que c'est très facile de se trahir. D'être dans cette rectitude et cette fidélité à soi... c'est ce qui doit être
le point culminant d'une vie, en fait, de garder ça comme horizon. Est-ce que vous avez un mantra qui vous définit ou qui vous guide ? Faire, être ce qu'on fait. On va revenir à un de mes sujets de prédilection qui est l'automobile. Donc je vous emmène un peu dans mon univers qui est également le vôtre puisque vous avez fait sur M6 Turbo et surtout que vous avez couru 2 rallyes des gazelles. Il vous en reste quoi de cette expérience ? Des souvenirs hilarants. Alors, je m'étais juré de ne jamais faire le rallye des gazelles, parce que je l'avais couvert plein de fois en tant que journaliste. Et je m'étais dit, mais c'est beaucoup trop difficile, jamais je ferai ce truc-là, quoi. C'était incroyable, c'était très difficile, mais ça, je le savais. Mais c'est des expériences vraiment fascinantes. J'ai adoré ça, vraiment des expériences exceptionnelles. Qu'est-ce qui ne vous quitte jamais en voiture ? Un accessoire, un objet ? La musique. J'écoute tout le temps de la musique en voiture, je chante souvent. Donc j'ai toujours un grand moment de solitude au feu rouge quand les gens à côté vous regardent en faisant « Ah, on s'amuse bien !» Je suis cette femme qui chante à tue-tête dans sa voiture, voilà. Dans la musique, m'accompagne toujours. Quel est votre meilleur souvenir en voiture ? Je sais pas, mais peut-être que j'ai pu être embrassée par un homme que j'aimais bien en voiture. Je sais pas si c'est un de mes meilleurs souvenirs. Non, je pense que mon meilleur souvenir en voiture, c'est la première fois que j'ai conduit après avoir eu mon permis. Et votre pire moment automobile ? Alors, mon pire moment automobile, c'était un moment de séparation. Et le jeune homme dont j'étais en train de me séparer a fait un malaise dans la voiture, il est parti, il n'arrivait plus à respirer, il a perdu connaissance, etc. Donc j'ai dû appeler les pompiers sont arrivés. Et puis, assez vite, il y en a un qui m'a prise de côté, il m'a dit « Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous vous séparez ?» Je dis « Oui », il me dit « Parce qu'il va très bien, en fait. Il n'a absolument aucun malaise, il va très très bien. Il a suffi que vous vous éloigniez de 5 mètres pour qu'il nous parle normalement, donc réglez vos problèmes. » Voilà, ça c'était pas cool. Mais Et pour finir, comme le veut la tradition de Parole de Femme, on part en road trip. Karine, où est-ce que vous nous emmenez ? Je vous emmène en Guadeloupe et en Martinique et peut-être en Guyane. Bon, c'est pas très cool pour le bilan carbone, ça fait un grand road trip, mais je suis obligée de vous emmener en Outre-mer. Karine, au revoir et un grand merci pour ce moment solaire. Merci à vous, merci beaucoup. C'était Parole de Femme, un podcast réalisé en partenariat avec Skoda. À chaque épisode, une femme célèbre ou anonyme, une histoire. Ici, elles mènent leur vie comme elles l'entendent et elles assument tout. Elles se confient en toute intimité sur leur accomplissement professionnel, leurs victoires comme leurs doutes. Parole de Femme.